RCF. Alors, 48 heures avant l'entrée en chimio, j'ai voulu réunir tous mes amis et toute ma famille que j'aime, de venir avec ce que j'appelle un couvre-crâne, une idée rigolote à mettre sur ma tête quand je n'aurai plus de cheveux. Évidemment, on essaie les couvre-chefs et c'est pas triste. Donc voilà, c'est la jolie soirée d'amour avant d'entrer dans le traitement qui est celui des combattantes, vraiment, oui. Voilà, du sourire avant le combat, c'est la tactique de Caroline Cottineau. En 2015, cette ancienne journaliste publiait Un cancer et alors, un livre bourré d'humour pour décrire les épreuves traversées après une tumeur au sein. Le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez la femme. Une femme sur 8 selon les statistiques. Or, nous dit-on, plus il est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Alors justement, où en est-on de ce dépistage qui est concerné? Comment ça se passe concrètement? Et puis comment peut-on organiser le retour à son travail? À quelles conditions? Quels aménagements? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en ce mois Octobre Rose et avec nos invités. Nos invités, 2 femmes et un homme. Docteur Marion Courtet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien gynécologue spécialisé dans le cancer à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Donc vous ne vous occupez pas uniquement du cancer du sein. Non, je prends. Vous avez une palette très large et pas mal de boulot aussi. Exactement. En tout cas, vous nous rappellerez quelle est la particularité de celui des seins et puis également le mode de dépistage. Autre invité à côté de vous, Nicole Cordoba, bonjour. Bonjour. Alors le cancer du sein, vous connaissez bien pour l'avoir vécu. Une tumeur apparue à 42 ans qui a entraîné l'ablation des seins. Vous avez pu reprendre une activité professionnelle en centre d'appel avant d'arrêter de travailler et de devenir bénévole au comité de la Ligue contre le cancer du sein, du Rhône, où vous vous occupez des dossiers d'aide financière. Je me trompe pas? Tout à fait. À part pour le sein. Voilà. Alors vous nous parlerez de ce retour à l'emploi. Et puisqu'on parle du comité de la Ligue contre le cancer du Rhône, eh bien on a son vice-président Yves Barou. Bonjour. Bonjour. Alors la Ligue qui fête son 100e anniversaire cette année, née en 1918, et Lyon qui a suivi en 1922. Il y a combien de comités aujourd'hui en France, Yves Barou? Il y a 103 comités, un par département, en comptant les départements d'outre-mer. Alors vous nous direz quel soutien, quelles actions peut apporter votre association, et notamment dans la reprise du travail. Comme d'habitude, vous qui nous écoutez, vous pouvez intervenir, poser toutes vos questions, apporter votre témoignage. Le dépistage, vous le pratiquez régulièrement ou pas? Retravailler, pour vous, ça s'est bien passé ou moins bien? 04 72 38 20 23 ou encore par courriel à votre service @RCF. Et Catherine relayera vos appels à partir de 10h15. À votre service, Vincent Bellotti. Quand on est une femme de plus de 50 ans, on connaît bien la vie et celle de nos seins. On les aime plus ou moins, on en joue beaucoup ou pas du tout. On les porte fièrement ou pudiquement. On fait bien ce qu'on veut avec nos seins. Ils sont à nous. Mais ils sont comme nous, nos seins. Ils évoluent. Alors quand on est une femme, qu'on a entre 50 et 74 ans, on reçoit une invitation à faire le dépistage du cancer du sein. Et souvent, on a des questions. Le dépistage, à quoi ça sert? Voilà, ça pose question, le dépistage. Extrait du spot lancé par l'INCa, l'Institut National du Cancer, à l'occasion du mois Octobre Rose. Alors justement, avant de parler de dépistage, peut-être quelques rappels sur ce cancer du sein. Plus de 54 000 nouveaux cas par an. Ça peut aussi toucher les hommes, Marion Courtet? Oui, tout à fait. Il y a 1% des cas de cancer du sein qui sont chez les hommes. C'est remarquez, plus rare. On a d'autres cancers bien masculins qui occupent déjà pas mal. À quoi est dû le cancer du sein? On entend souvent dire cause génétique. C'est vrai ou pas? Il y a une petite partie des cancers du sein qui sont dus effectivement à des mutations génétiques, mais la grande majorité, on n'a pas vraiment d'explication sur la cause de ce cancer. Cause génétique, ça veut dire une mère, une tante, une grand-mère qui a eu un cancer du sein. Il y a plus de risques d'en avoir un soi-même. Voilà, on connaît certaines mutations, notamment celle qui a beaucoup fait parler, la mutation BRCA, comme on avait entendu parler de Madame Angelina Jolie. Oui, ça on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc effectivement, dans des familles, on retrouve cette mutation et qui augmente le risque de cancer du sein et également de cancer de l'ovaire. Nicole Cordoba, vous aviez des antécédents dans la famille? Oui, tout à fait. Une grand-mère paternelle, une tante. Et ça vous inquiétait déjà ou pas du tout? Tout à fait. J'étais suivie régulièrement, très régulièrement. Autre cause possible du cancer du sein, on a parlé de la pilule, les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause, l'alimentation, le tabac. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces causes-là, Marion Courtet? On retrouve des petite augmentation du risque, mais ça n'explique pas la majorité des cas de cancer du sein. Donc, il y a des faibles augmentations sur des facteurs effectivement hormonaux, mais cette augmentation est très faible.
Vous voulez dire que pour la grande majorité des cancers du sein, en fait, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Exactement. C'est ce que vous dites. Exactement. On pourra revenir sur ces causes au gré des questions d'auditeurs tout à l'heure. On va venir au dépistage. C'est le meilleur moyen, nous dit-on, de traiter un cancer à temps. Plus c'est dépisté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Dans quelle mesure ? Alors, quand on découvre un cancer à un stade très précoce, les chances de guérison sont de l'ordre de 99%. Si on est sur un cancer diagnostiqué très très tôt, et quand ils sont diagnostiqués tôt, c'est qu'ils sont en général pas palpables. On dit qu'ils sont infracliniques, c'est-à-dire qu'on peut pas les retrouver à l'examen, et seuls les examens d'imagerie, comme la mammographie, permettent de les diagnostiquer. Dans votre cas, Nicole, comment s'est déclarée la tumeur au sein que vous avez eue à 42 ans ? Alors, malgré un suivi très régulier... C'est-à-dire, vous alliez chez qui ? Chez le généraliste ? Chez le gynéco. Oui. Voilà, une fois par an. Et puis, j'avais régulièrement des mammographies qui ne donnaient rien. C'était très bien. Et puis, un jour, c'est moi-même à la palpation... Dans la salle de bain, un beau matin, voilà, vous avez trouvé une grosseur sous le sein. Une grosseur dans le sein, sur le côté du sein. Voilà, c'est importante. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez couru chez le généraliste à ce moment-là ou chez le gynéco ? Chez le gynécologue, voilà, qui m'a envoyé faire plusieurs examens et qui m'a envoyé directement après à l'hôpital chez le chirurgien. Alors vous nous direz après ce qui s'est passé. On va revenir sur ce dépistage. En France, il est gratuit pour les femmes à partir de 50 ans, tous les 2 ans et jusqu'à 74 ans. Qui l'organise, Yves Barou ? On peut peut-être vous poser la question. Sur le Rhône, c'est la DEMAS qui organise ce dépistage du cancer du sein. Donc c'est délégué à des associations de santé publique. Exactement, qui envoie une invitation au dépistage organisé à chaque personne au-delà de 50 ans. Qu'est-ce qu'on fait si on reçoit rien et qu'on a 50 ans ? On peut se manifester auprès précisément de l'organisme qui est chargé de ce dépistage pour être voilà, et si vous le connaissez pas, on peut demander à son médecin traitant, qui je pense sera à même de vous renseigner. Pourquoi le seuil de 50 ans précisément, docteur Cortet ? Alors, le seuil de 50 ans a été défini à partir des études qu'on a, des données scientifiques qui montrent à partir de 50 ans un bénéfice de façon très très fort, alors que avant 50 ans, le rapport entre le bénéfice et le risque de ce dépistage est moins évident. Il n'est pas encore clairement mis en évidence par les données de la science. Et pourtant, Nicole l'a eu à 42 ans, elle n'était pas encore dans ce dépistage. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut pas attendre avoir 50 ans ou avoir une tumeur pour se faire traiter. Oui, effectivement, il faut se faire suivre avant, et il est recommandé également un examen annuel clinique, donc par un professionnel de santé, que ce soit son médecin généraliste, le gynécologue, les sages-femmes, donc un examen annuel à partir de l'âge de 25 ans. Pourquoi l'arrêter à 74 ans ? Ça veut dire qu'il y a moins de risques ? Ou on a moins d'argent pour assurer le dépistage ? Le Je vois risque Nicole est moins... qui lève les yeux. Disons qu'il est organisé comme ça. Il est pris en charge à 100% et organisé de 50 à 74 ans. Au-delà, ça va être un peu à l'appréciation du médecin traitant en général, en fonction du reste de l'état de santé de la patiente. On reviendra sur cette question. Dépistage, comment ça se passe en pratique concrètement ? Écoutez, parce que c'est pas triste. Mettez bien votre sein sur la plaque, attention, c'est un peu froid. Froid, glacial, oui. Puis on doit pencher le torse du côté gauche comme ça, avec le sein sur la plaque, dans une position pas naturelle du tout, avec l'épaule tordue, le bras en bas. Et quand elle est contente de la position, elle arrive avec une autre plaque et schla, elle vous l'aplatit d'un coup. Voilà le dépistage vécu par Michel Bernier. C'est plutôt rock'n'roll. Est-ce que c'est aussi violent que ça dans la réalité, docteur Cortet ? Alors, c'est pas l'examen que les patientes préfèrent passer, effectivement. Est-ce qu'il y a pas un peu de vrai dans ce qu'on vient d'entendre ? Oui, probablement un petit peu. Après, on essaie d'entourer les patientes du mieux qu'on peut pour passer cet examen, mais c'est sûr que c'est pas un examen très agréable. Concrètement, comment ça se passe ? Comment ça se déroule ce dépistage aujourd'hui ? Une fois qu'on a reçu la convocation, donc on se rend dans un centre d'examen, et puis après, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc effectivement, il y a les cabinets de radiologie qui sont agrémentés pour réaliser ce dépistage. Donc il y a 2 mammographies, 2 clichés qui sont faits pour chaque sein. Et ensuite c'est lu, il y a également un examen clinique par le radiologue. Ensuite les mammographies sont lues par le radiologue. Si tout est normal, donc la patiente rentre chez elle, et il y a une deuxième lecture qui est garantie par ce dépistage, c'est-à-dire que dans les 15 jours qui suivent, il y a un autre radiologue qui va relire ces mammographies pour assurer, pour diminuer le risque qu'on appelle de faux négatif, c'est-à-dire de dire que la mammographie est normale alors qu'il y a une anomalie. Voilà, il y a une double lecture, tout à fait. de ces
résultats. Qu'est-ce qui se passe quand les résultats sont suspects? Comment est fait l'annonce? On y reviendra tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui existe ce qu'on appelle des consultations d'annonce. On vous annonce plus ça derrière un couloir, du moins j'espère. Reste que ce dépistage, s'il peut permettre de détecter une tumeur plus tôt, il n'est pas très bien suivi. En moyenne, en France, je crois 49,5% seulement des femmes le font. Dans le Rhône, je crois que c'est un peu plus, Yves Barou. C'est 47,6% dans le Rhône. Oui. C'est un peu moins que c'est la un moyenne peu moins. nationale. C'est encore un peu alors moins. Que c'était au-dessus l'année passée. Il y a une stagnation, voire une diminution du taux de dépistage, puisque en France, dans la meilleure année, on était à 53% en 2006, je crois, et on est tombé à moins de 50%. Comment justement on peut expliquer ce désintérêt, un manque d'information? Pourtant, chaque année, on en remet une couche avec Octobre Rose. Alors, il y a le manque d'information, il y a une information nationale qui n'est peut-être pas suffisamment relayée, qui n'atteint pas certaines populations en état de précarité pour des causes diverses. Il y a le fait aussi du dépistage individuel, de démarches individuelles de femmes. On estime qu'il y a à peu près 10 à 15% des femmes qui entrent dans une démarche individuelle de dépistage. Et puis, il y a également, comme dans tous les dépistages organisés, la peur des résultats. Voilà, il y a une peur. On fait l'autruche, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Vous le ressentez, docteur Cortet? Ça peut être une explication à ce désintérêt du dépistage? On a peur de savoir, finalement? Oui, on entend souvent autour de nous, ou bien nos patientes qui ont eu peur d'aller parce que elles avaient peur du résultat, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur du dépistage lui-même? On l'a entendu tout à l'heure avec Michel Bernier, c'est quand même pas très agréable, et puis il faut prendre du temps, parce que ça prend du temps, on passe pas toujours tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans l'organisation du dépistage, des choses peut-être à améliorer? Alors il y a probablement une part effectivement de peur de l'examen, et puis après au niveau de la disponibilité, je pense que beaucoup de cabinets de radiologie sont agrémentés pour faire ce dépistage, donc l'offre est assez large, mais par contre effectivement sur le déroulement en lui-même, beaucoup de patientes ont peur de ça. Oui. Ce dépistage est-il vraiment utile? Il y a quelques années, il y a des voix qui se sont élevées du corps médical lui-même pour dire que le diagnostic ne permettait pas de distinguer les cancers qui vont évoluer de ceux qui évolueront peu ou n'auront pas de conséquences pour la femme concernée, soit 10 à 20 des cancers détectés, d'où des opérations préventives où on enlèverait des tumeurs finalement pas cancéreuses. On se rappelle, on l'a cité tout à l'heure, du cas d'Angelina Jolie, où l'actrice s'était fait enlever en 2013 ses 2 seins à titre préventif. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet argument, qu'on risque d'enlever un sein pour rien finalement, docteur Cortet? Alors, le dépistage, il a été montré que le dépistage réalisé diminue de 23% le risque de décès par cancer du sein chez les patientes de 50 à 69 ans, donc les patientes à qui le dépistage est destiné. Par contre, effectivement, comme pour tout, oui, malheureusement, comme pour tout dépistage, il y a du surdiagnostic. Il est estimé à peu près à 6,5% de surdiagnostic dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Donc c'est des lésions, effectivement, peut-être qui n'auraient jamais évolué, mais pour l'instant, les données de la science nous permettent pas de savoir quel petit cancer ou quel pré-cancer va évoluer vers un cancer qui va altérer la vie de la patiente ou un cancer qui va pas évoluer. Mais il y a peut-être la pression aussi des patientes qui n'ont pas envie de courir ce risque. Le risque de cancer. Oui, voilà, effectivement. Aussi. Et c'est notre raisonnement aussi. C'est-à-dire que dans l'incertitude, on préfère intervenir plutôt que de laisser évoluer. C'est notre raisonnement, mais avec la polémique du surdiagnostic et de l'éventuel surtraitement qu'on essaie de limiter, et on essaie d'améliorer nos connaissances sur le cancer pour essayer de diminuer ce surdiagnostic et finalement plutôt ce surtraitement qui pose plus de problèmes que le surdiagnostic. Yves Barou, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur cette notion de surdiagnostic qui fait un peu polémique sur le dépistage. On en revient à cette notion de avantage-inconvénient. Je crois que le dépistage permet de sauver un nombre très important de vies avec un risque mineur qui est celui effectivement du surdépistage et de l'intervention qui aurait pu ne pas s'imposer. Un autre argument, ça serait de limiter ces dépistages aux personnes qui sont vraiment à risque, qui ont notamment des antécédents familiaux comme Nicole, et pas à l'ensemble des femmes, ne serait-ce que pour des problèmes de coût. Comme je vous l'ai dit, la majorité des cancers, on ne sait pas pourquoi ils surviennent. Donc finalement, pour
pour diagnostiquer la majorité de ces cancers, il faut appliquer ce dépistage à l'ensemble de la population. On n'a pas encore de connaissances suffisantes pour dire telle patiente ne présentera pas de cancer et telle patiente en présentera. L'incertitude est trop importante, donc le dépistage doit s'appliquer à l'ensemble de la population. Donc dépistage, même si c'est pas confortable, on n'hésite pas. C'est votre morale du jour, si je puis dire, docteur Cortet. Alors, quelle réponse en cas de résultat suspect, puis aussi comment s'organiser aussi pour son travail et le retour à l'emploi? Bien, on en parlera tout à l'heure. Vos questions, vos témoignages, on peut les prendre maintenant au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou encore par courriel à votre service @rcf.fr. Et ce sera tout de suite après une première page musicale, Mes petits seins, et c'est Delphine qui leur rend hommage. Je n'ai pas besoin d'être atomique, et pour plaire de toute manière, il n'y a pas que l'esthétique. Je n'ai pas besoin d'être une bombe pour mettre à terre mon amoureux. Jusqu'à la mort, jusqu'à la tombe, on est bien tombés tous les deux. Mes petits seins, moi je les aime bien, ils sont peut-être moins gros que les siens, mais qui te dit qu'ils sont plus beaux que les miens, ces gros loulous? Quand je suis en maillot de bain, ok, on les remarque moins, mais dans les mains de mon poussin, ils se forment et deviennent énormes. Mes petits seins, moi je les aime bien. Du moment que je peux l'allaiter, mon bébé quand il a faim, du moment qu'il peut poser sa tête sur mes petits coussins, du moment que je peux lui donner la tétée qu'il a besoin, il se fout de la BCD, du bonnet s'il y a du lait. Pour le nourrir et l'attendrir, quand je les mets entre ses mains, il ne fait pas comme certains de la charcuterie de chirurgien. À la boucherie des mamelons, je n'y mettrai pas mes tétons. Sur le billard, j'aurais les boules de corbillard s'il me trifouillait. Mes petits seins, moi je les aime bien, ils sont peut-être moins gros que les siens, mais qui te dit qu'ils sont plus beaux que les miens, ces gros lolos? Quand je suis en maillot de bain, ok, on les remarque moins, mais dans les mains de mon poussin, ils se forment et deviennent énormes. Mes petits seins, c'était ceux de Delphine, des seins qui peuvent être l'objet malheureusement de cancer. Où en est-on du dépistage? Et puis comment s'organiser après pour le retour au travail? Deux questions que l'on va aborder aujourd'hui dans votre service avec nos invités. Le docteur Marion Cortet, oncogynécologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Yves Barou, qui est vice-président du comité de la Ligue contre le cancer du Rhône. Et Nicole Cordoba, bénévole à ce même comité, aussi notre témoin, puisqu'elle a eu un cancer du sein à 42 ans. À votre service, depuis la France, 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique, 0881 407 112. Et en attendant les premiers appels, on va revenir sur votre témoignage, Nicole Cordoba. Apparition donc brutale de cette boule, vous nous disiez au sein droit en 2003. Qu'est-ce que vous avez fait après cette découverte? Vous nous avez dit, vous êtes tout de suite tourné vers votre gynécologue. Quels examens on vous a fait? On vous a fait d'abord des examens en urgence? Alors d'abord une ponction, oui. Et puis ensuite la ponction s'est avérée pas très bonne, donc de suite tumérectomie. Oui. Voilà, donc ablation de la tumeur. De la tumeur. Qui était grosse comment à peu près? 5/6. 5/6, oui. Centimètres. Oui. Donc la taille à peu près d'une petite boule de ping-pong, non? Quelque chose comme ça? Oui, à peu près. Oui. Un peu plus. Un peu plus, oui. Voilà. Oui. Et voilà, donc et ensuite toute la mise en place du traitement, donc voilà. Chimiothérapie. Alors je voudrais savoir comment ont été annoncés les résultats, parce que ça c'est très important. Je crois qu'il faut intervenir un peu là-dessus, docteur Cortet. Comment sont annoncés les résultats s'ils sont négatifs, enfin s'ils sont suspects ou pas très bons aujourd'hui? Ils sont donc annoncés dans le cadre d'une consultation dédiée, oui. Où on annonce les résultats, et dans la même consultation, il faut également qu'on annonce le plan de traitement, qu'est-ce qu'on va proposer à la patiente comme prise en charge.
Ensuite, c'est-à-dire qu'il faut lui annoncer, mais pas rester sur ce constat négatif, mais lui proposer des solutions. C'est ce que vous voulez dire. Oui, ça semble difficile à une patiente d'entendre qu'elle a un cancer sans qu'on ait d'emblée une proposition de prise en charge, même s'il y a des incertitudes, si on n'a pas encore tous les éléments pour décider du traitement, il faut dire où on en est. On explique l'ensemble de notre raisonnement et de la démarche à la patiente pour qu'elle s'implique très rapidement dans sa prise en charge, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique. Comment vous l'annoncez, vous, Nicole? On vous l'annoncez comment? Pas brutalement, non. Tout s'est bien passé dans le bureau avec le chirurgien, qui a expliqué, qui a donné plusieurs solutions. Soit, une fois qu'on aurait fait la tumérectomie, suivant l'état de cette tumeur, si elle était bien fermée, pas fermée, les solutions. Qu'est-ce qu'on se dit aussi dans sa tête? D'abord, j'imagine, c'est un peu le choc. Bien sûr. Un peu de colère, beaucoup de colère. Pourquoi de la colère? Pourquoi moi? Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Pourquoi ça me tombe dessus? C'est comme ça. Mais bon, au début, on a du mal à accepter. Là, il n'y a pas de déni. On peut pas faire du déni là-dessus. Les résultats sont là, mais c'est de la colère. C'est là, oui, c'est de la colère. D'un seul coup, ma vie, elle est bien. J'ai mon travail. Et c'est plein de questions, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Voilà. Conséquence, vous le dites aussi sur votre travail, parce que à l'époque, vous travailliez, je crois, à Bourges, dans un centre d'appel. Tout à fait. Vous l'avez annoncé à votre employeur directement, vous l'avez pas caché? Non. Je préfère ne pas le cacher parce que je voulais pouvoir travailler en même temps que mes traitements. Et ça a été possible? Ça n'a pas été possible parce qu'il y avait la clim, donc on m'a déconseillé fortement. J'aurais été très souvent malade, donc ça aurait empêché d'avoir un bon traitement. Yves Barou, il y a une obligation de le dire à son employeur qu'on est atteint d'un cancer? Non, pas forcément. Non, il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, c'est un problème sur lequel on se penche de plus en plus, c'est de travailler avec les entreprises pour traiter le problème des collaborateurs atteints d'un cancer. Et donc, nous avons en projet pour 2019-2020 des actions de formation des managers à ce sujet-là, comment aborder au sein de l'entreprise le problème des collaborateurs qui sont atteints d'un cancer. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur aussi à un employeur, se dire que la personne qui va venir sera peut-être moins efficace, elle sera peut-être plus facilement fatigable aussi. C'est des craintes qui peuvent revenir et que vous comprenez aussi. Tout à fait. Et puis il y a pour la personne atteinte de cette maladie, ce qui explique bien souvent qu'elle le cache le plus possible, le regard des autres sur lui. On se retrouve dans quelques instants. À votre service, Vincent Bellotti. Voilà, aujourd'hui dans votre service, à l'occasion d'Octobre Rose, nous parlons du dépistage du cancer du sein et puis également la façon dont ça peut se passer au travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, 04 72 38 20 23, également à votre service @rcf.fr. Alors vous nous disiez, docteur Cortet, que lors de cette consultation d'annonce, il y avait la mise en place d'un protocole, de proposition de soins. Aujourd'hui, les réponses, c'est quoi? Chimio, radio, hormonothérapie aussi? On s'adapte à la fois au cas de la maladie et puis à la patiente. Ça peut aller d'une prise en charge quand le cancer est diagnostiqué tôt, d'une prise en charge par chirurgie, alors qu'on appelle conservatrice, quand justement on n'enlève que la tumeur, associé ensuite à de la radiothérapie et souvent de l'hormonothérapie, mais ça peut bien sûr inclure de la chimiothérapie et puis parfois des chirurgies plus lourdes avec malheureusement parfois nécessité d'ablation du sein. Comment ça a été votre cas d'ailleurs, Nicole, sur ces traitements, ablation du sein droit dans un premier temps? Comment vous avez traversé tout ça? Ça a duré 1 an, de septembre 2003-2004. Oui, tout à fait. Comment on traverse ça? On vit au jour le jour, on se pose pas trop de questions. Enfin, expliquez-moi. Voilà, on avance, on fait ce qu'on nous dit de faire et puis on essaye d'être entouré. Si on est entouré, c'est mieux. De se faire pousser un peu quand Comment on est se fait entourer parce qu'il y a toujours le regard de gens, oh là là, la pauvre, etc., elle n'a pas de chance, etc., ou alors bats-toi. C'est souvent ça aussi qu'on entend, bats-toi, etc. Ça vous a agacé ce genre de message ou pas? Non, que voulez-vous dire à quelqu'un qui est malade? Oui, qu'est-ce qu'on peut lui dire justement? Voilà, de toute façon, quoi qu'on nous dise, on le sait, il faut se battre et puis
Voilà, après, quand on vous dit comment vas-tu, que voulez-vous répondre, ça va. Voilà, et puis voilà, ça suit son cours. Ça suit son cours. Voilà, on peut pas, on va pas se mettre dans son lit, sous sa couette pendant tous les traitements. Que ça passe. C'est pas possible. Quelle aide peut apporter la Ligue contre le cancer à ce moment-là, pour des femmes qui sont en traitement, Yves Barou, qui traversent l'épreuve de la chimio, la radiothérapie? Alors, pendant les traitements, nous avons toute une panoplie d'aides que l'on met en place, qui vont depuis des aides financières, pour pouvoir parfois tout simplement payer un loyer, payer une facture quand on oui, parce que si les soins sont pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, tout n'est pas pris en compte non plus. Dans votre cas, Nicole, tout a été pris en charge ou pas? Moi, tout a été pris en charge, mis à part la perruque. Voilà, donc, qui est remboursée une partie par la sécurité sociale, mais il faut avoir une mutuelle pour avoir un rendez-vous, avoir un remboursement un peu plus acceptable. Et donc, il peut y avoir une baisse de revenus, c'est ce que vous nous dites. Il peut y avoir une baisse de revenus. Une personne, généralement chez les personnes seules, se retrouvant après l'intervention chirurgicale, de retour chez elle et ayant à faire face à des problèmes. D'abord, nous pouvons leur donner une aide au point de vue aide ménagère. Avoir quelqu'un qui vienne faire le ménage chez vous, qui vienne faire le ménage, et puis sur proposition de l'assistante sociale, intervenir financièrement. Justement, financièrement, quelle aide peut apporter la Ligue? Je crois que vous occupez aussi des dossiers, Nicole s'occupe de ça. Oui. On peut avoir combien entre guillemets? Alors c'est une aide annuelle, une seule par an, pour pouvoir aider le maximum de personnes. Et qui est d'un maximum de 400 €. Malheureusement, comme la Ligue ne vit que de dons, on s'est donné des bases, et puis 300 € pour une prothèse. 300 € pour une prothèse. Voilà, tout à fait. Pour en bénéficier, quelles sont les conditions? D'abord, est-ce qu'il faut être adhérent à la Ligue contre le cancer? Pas du tout. Non, n'importe qui peut venir vous voir. Tout à fait. Ça n'est pas sur la demande du patient. La patiente doit passer par l'assistante sociale. Qui va monter le dossier, mais nous répondons dans les 24 heures à peu près à une demande déposée par une assistante sociale après examen. 04 72 38 20 23 si vous souhaitez intervenir dans cette émission. On parle aujourd'hui du cancer du sein, du dépistage et puis également du retour à l'emploi. Un premier message de Sylvie de Bourgogne qui nous a dit qu'on ne parle pas assez du point de vue spirituel. Je ne sais pas si vous êtes croyante ou pas, Nicole, mais est-ce que la prière, ça peut aider à votre avis? Pas vraiment, mais tout est bon. Si on suit d'abord le traitement, et après tout ce qu'on peut rajouter, il faut le rajouter. Il faut le rajouter. Elle nous dit aussi qu'elle ne fait plus de mammographie depuis l'âge de 20 ans. Elle en a 60 et je vais bien. C'est barbare, c'est un business qui entretient la peur, docteur Cortet. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le dépistage, on n'a pas non plus envie de savoir, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais les données nous montrent que ça diminue le risque de décès par cancer du sein. Et effectivement, plus un cancer est diagnostiqué tôt, donc même avant qu'on puisse le palper à l'examen clinique, mieux c'est. Et meilleures sont les chances de guérison. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui se passe auprès de son employeur, Nicole. Comment vous l'avez annoncé, vous, très simplement, à votre employeur en disant, voilà, j'ai un cancer du sein, ça va être difficile et compliqué dans les mois qui viennent? Voilà, tout à fait. En fait, je voulais avoir une période de travail pendant ma chimiothérapie, donc j'étais obligée de lui en parler quand même. Et comment il a réagi? Bien, très bien. Oui. Il était prêt à adapter. Il m'a dit allez voir votre médecin, on en reparle après. Et puis non, ça ne s'est pas fait. Mais donc du coup, il savait exactement ce que j'avais, que j'étais malade. Donc ça s'est très bien passé. Est-ce que ça se passe aussi avec autant de bienveillance, à votre avis, Yves Barou, auprès des chefs d'entreprise, quand une salariée annonce qu'elle est atteinte d'un cancer? Je crois que le terme bienveillance n'est peut-être pas le meilleur. Je pense surtout c'est qu'on a affaire à parfois des chefs d'entreprise qui sont dépourvus devant cette problématique parce qu'ils l'ont pas anticipé, parce qu'ils l'ont pas connu, parce qu'ils n'ont pas une structure suffisamment préparée pour ce genre de choses, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Voilà, dans les grosses entreprises, ça se passe mieux, à votre avis, que dans les PME? Oui, quand il y a déjà un service de médecine du travail qui est présente, un encadrement, et notamment au niveau des ressources humaines, qui est formé à ce problème-là, le problème devient tout à fait différent.
Alors, comment peut s'organiser le retour au travail une fois qu'on a traversé donc tous les traitements concernant ce cancer du sein? Quelles sont aussi les aides pour aller mieux? On pourra parler d'activités sportives, d'activités physiques, c'est ce que vous proposez à la Ligue contre le cancer. Et puis également, il y a pas mal de centres hospitaliers qui le proposent également. Et puis, quel regard finalement on a eu après avoir traversé cette épreuve? Est-ce que vraiment le regard sur le monde a changé? On en parlera également avec vous, Nicole, et puis tous nos autres invités. Ce sera tout de suite après une petite page en couleur, pour ne pas dire une page de promo. On se retrouve tout de suite après. À votre service revient dans 1 minute. Le magazine du Synode, Élise Lemaire. Jusqu'au 28 octobre, des évêques du monde entier se réunissent à Rome autour du pape François pour le synode sur les jeunes, la foi et les vocations. Je vous donne rendez-vous ce soir avec Manuela Affigi de Vatican News pour le magazine du synode dès 19h10. Le synode des évêques sur les jeunes, programmation complète sur rcf.fr. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi, la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. À votre service depuis la France, 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique, 0881 407 112. Et aujourd'hui, dans votre service, en ce mois Octobre Rose, on parle du dépistage du cancer du sein, comment ça se passe, à qui ça s'adresse, mais également, ça va être l'objet de la deuxième partie de cette émission, du retour à l'emploi. Nos invités, le docteur Marion Cortet, oncogynécologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, Yves Barou, qui est vice-président du comité de la Ligue contre le cancer du Rhône, et Nicole Cordoba, bénévole à ce même comité, elle-même touchée par un cancer du sein en 2003. Vos questions, vous l'avez entendu, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23, ou pour nos amis belges qui nous écoutent, le 04 72 38 20 23 ou encore par courriel à votre service @rcf.fr. Alors comment reprendre le travail quand on a traversé l'épreuve du cancer? C'est pas toujours évident. Il y a déjà un état d'esprit. Écoutez. Comment tu te sens? Mal. Seul. On dit qu'il y a que les gens beaux qui se regardent, c'est pas vrai. Il y a que les gens qui s'aiment pas qui se regardent. L'hôpital, c'était pas pareil, j'étais moche dehors, dedans, ça correspondait. Là-bas, plus t'es cassé, plus on t'aime, alors. Eh ben, ça n'a pas dû être facile pour tes docteurs. Voilà, extrait, vous avez peut-être reconnu de la bande-annonce de Plus belle, un film de Anne-Gaëlle Daval, sorti l'an dernier avec Florence Foresti, complètement à contre-emploi, qui incarnait une jeune femme guérie pour son cancer et qui a pourtant beaucoup de mal à reprendre pied dans le monde, ce qu'elle fera grâce à la danse. C'est vrai qu'après un cancer, comme on l'a entendu, on a été pris en charge, on a été couconnés, il y a eu un rythme à suivre. Pour les traitements, après, il y a comme un passage à vide. Est-ce que je me trompe, docteur Cortet? Non, tout à fait. Ce qu'on appelle une sorte de dépression, finalement. Oui, on le retrouve beaucoup, les patientes décrivent beaucoup ça. 2-3 mois après la fin des traitements, c'est difficile de retourner à la vie normale, justement, après avoir traversé ça, parce que ça a changé probablement la façon de voir les choses. L'entourage, une fois que les traitements, ils ont été là pour soutenir pendant tous les traitements, et puis après, tout le monde attend que tout redevienne à la normale. Mais pour la patiente, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et c'est souvent une période qui est décrite comme très difficile à vivre pour les patientes. On essaie de les préparer à ça, quand on les voit quand la fin du traitement approche, on essaie de les prévenir que cette période-là, un passage à vide. Et on essaie de les accompagner aussi sur cette période, de leur dire qu'on continue d'être là, même s'il y a plus de rendez-vous de traitement, on continue d'être là pour les aider pour ce passage. Ouais. Vous l'avez vécu, ce passage à vide, Nicole? Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire comment ça s'est traduit? Voilà, on dit ouf, c'était la dernière chimio, c'était les derniers rayons. Voilà. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, je peux pas reprendre tout de suite mon travail, je suis trop fatiguée. Et ben voilà, on se dit telle date, je reprends mon travail. Et il faut aller aux visites de la sécurité sociale, du médecin du travail, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une période, on se dit mais je vais où là? Voilà. Et tout le monde attend de vous que vous soyez comme vous étiez avant. Ouais, parce que vous ne l'êtes plus. Et on ne l'est plus. On va prendre Isabelle qui nous appelle de l'Ain. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Isabelle. Moi,
Moi, je voulais juste témoigner parce que j'ai rencontré une femme assez formidable que vos invités doivent connaître. Il s'agit du docteur Janin, qui a créé l'association À Chacun Son Everest, oui, qui est basée à Chamonix. Tout à fait. Et elle accueille des enfants depuis très longtemps qui ont eu des cancers, etc. Mais elle a aussi créé un moment pour les femmes qui ont eu des cancers du sein. Donc elle reçoit des femmes pendant une semaine chez elle où elles sont justement chouchoutées, où elles peuvent échanger entre elles, ce qui est très important. Oui. Et voilà, je voulais faire connaître son association parce que c'est une femme assez formidable et je pense que... Voilà, on parlait de ce temps, de ce passage à vide, on a besoin de se reconstruire avant de reprendre pied et c'est très intéressant ce que vous nous dites, Isabelle, concernant donc cette association. Je sais que ça existe également dans la Drôme, qu'un médecin également crée ce genre d'initiative. Merci en tout cas de votre témoignage. Si, comme Isabelle voulait témoigner, n'hésitez pas, 04 72 38 20 23. Reprendre une activité professionnelle, dans quelles conditions c'est possible? Que dit la loi, Yves Barou? Obligation de reprendre la même personne au même poste? Alors, obligation de reprendre, oui. Au même poste, non. C'est le médecin du travail qui va pouvoir estimer quel est le niveau de travail permettant à la personne de reprendre son poste. Est-ce qu'il faut adapter le poste, adapter les horaires? Est-ce qu'il faut un mobilier ergonomique particulier? Tout ça doit être vu avec l'entreprise et en liaison avec le médecin du travail. Donc, un entretien avec le médecin du travail aussi est important. Vous, Nicole, vous avez bénéficié d'un mi-temps thérapeutique. Oui, comment ça s'est passé? D'abord, je voudrais savoir dans quelle ambiance s'est passé votre retour. Est-ce que c'était sous les applaudissements ou un silence un peu gêné? Non, presque les applaudissements. Mais en même temps, j'ai gardé contact avec toutes mes collègues tout au long de mes traitements. Une fois par semaine, je me forçais à aller manger avec elles. Puisque c'est dans les centres d'appel, c'est essentiellement des femmes, même s'il y avait des hommes aussi. Et donc mon retour était très attendu, voilà. Garder le contact pendant la maladie avec ses collègues, c'est un conseil qu'on peut donner, docteur Cortet? Oui, alors c'est pas quelque chose qui est applicable pour toutes les patientes. Ça dépend. Ça dépend aussi comment ça s'est passé aussi dans le travail avant. Oui, voilà, tout à fait. Donc on peut entourer, donner des conseils, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile d'apprécier comment se passe le travail pour la patiente qu'on a devant soi, quelles sont les conditions de travail. C'est pas toujours facile. Reprendre son travail, il y a bien sûr un intérêt financier. On en parlait tout à l'heure, une baisse de revenus, donc ça c'est toujours intéressant de retrouver un salaire. Est-ce que ça peut être aussi bon pour le moral? On dit souvent que le travail, c'est une bonne médecine aussi, docteur Cortet. Ça permet de se changer les idées. Alors évidemment, vous allez me dire, tout dépend du travail qu'on faisait avant. C'est ça. Ouais. Certaines patientes, effectivement, l'expriment clairement. Elles ont besoin de continuer à travailler pour gérer la maladie et les traitements, et c'est comme ça qu'elles iront mieux. D'autres patientes, par contre, qui ne conçoivent plus et n'arrivent plus à travailler à partir du moment où elles ont le diagnostic. Pour elles, c'est impensable de retourner au travail. Donc ça, on s'adapte, on essaie d'accompagner les patientes dans les choix qu'elles font, mais les choix dépendent vraiment de la patiente. Oui. Nicole, vous avez été fatiguée quand même assez rapidement, malgré le mi-temps thérapeutique qu'on vous a proposé? Oui, au début, c'est vrai qu'on veut tout refaire comme avant. Donc après, on m'a dit on se montrait aussi efficace qu'avant. Thérapeutique. Et effectivement, c'était largement suffisant. Parce que la fatigue est encore là quand même. Et voilà, il faut du temps. Il faut du temps. On va prendre en ligne Annie, qui nous appelle du Vaucluse et qui voudrait nous faire part de son expérience. Annie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Annie. Voilà, écoutez, je voulais participer à votre émission et apporter mon petit témoignage pour essayer de rassurer les personnes qui malheureusement sont touchées par cette maladie. Donc j'ai moi-même été touchée en 2010 par un cancer du sein droit. Oui. J'ai été superbement bien soignée à Paoli-Calmette. Je signale l'hôpital quand même. Et donc j'ai eu la radiothérapie, 37 séances. Je n'ai pas eu d'autres traitements parce que justement, grâce à la mammographie, mon cancer était in situ, c'est-à-dire qu'il a été diagnostiqué juste à temps pour que le traitement soit efficace. Donc j'ai fait ça en 2010. J'ai assez bien supporté le traitement, même moralement, même si je me suis fait quand même aider psychologiquement. Mais en 2012, suite toujours à des mammos régulières, cancer au côté gauche. Oui. Alors là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y a eu 3 interventions avant d'arriver à complètement éradiquer la tumeur.
mais il a fallu finir par une ablation. Ablation et reconstitution immédiate. Oui. Donc, c'était quand même assez lourd, mais j'ai été superbement accueillie à Paoli-Calmettes, entourée, et maintenant, j'ai 74 ans, et régulièrement, je fais mes mammographies, mes contrôles, parce que je pense que c'est la seule chose qui peut arriver à diagnostiquer cette maladie. Et j'encourage toutes les femmes, même très jeunes, parce que à Paoli-Calmettes, j'ai vu des jeunes femmes de 25 ans, de 30 ans. Et vraiment, il n'y a pas d'âge pour se faire diagnostiquer. Voilà. Donc, je voulais témoigner et dire, nous les femmes, ne nous laissons pas avoir par cette maladie. Eh bien, écoutez, c'est un très beau témoignage, Annie, que vous nous faites après cette expérience malheureuse et douloureuse que vous avez traversée. Inciter les jeunes femmes, justement, à se faire dépister. À partir de quel âge, on peut le dire, docteur Cortet? Ce qui est recommandé, c'est un examen clinique tous les ans à partir de l'âge de 25 ans. Que ce soit donc ça, les médecins généralistes, les médecins gynécologues bien sûr, mais également les sages-femmes maintenant peuvent faire cet examen des seins, donc à partir de 25 ans tous les ans. À partir de 25 ans, donc tous les ans. On va continuer à parler du retour à l'emploi lorsqu'on est atteint d'un cancer du sein. Je précise que vous pouvez toujours continuer à nous appeler au 04 72 38 20 23. Message de Chantal dans le Nord. On ne parle pas du tout du cancer des testicules. C'est pas le cas aujourd'hui de l'émission. On aura l'occasion d'en parler parce que c'est aussi un cancer qui touche pas mal d'hommes. Promis, juré, Chantal, on fera une émission sur le cancer des testicules. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous parlons du cancer du sein. On va tourner notre page musicale avant de se retrouver. On parlera notamment de ce passage après le cancer du sein, le retour à l'emploi. On parlera aussi d'une expérience qu'a menée une jeune femme qui s'appelle Julie, qui a créé une société qui propose des prothèses capillaires. Elle a complètement changé d'orientation après un cancer du sein. Son témoignage est plutôt intéressant. On l'écoutera tout de suite après une autre page musicale. Octobre rose, la vie en rose. Mais moi, je vous propose la version de Diane Dufresne. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Pour la vie, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La vie en rose, c'était celle de Diane Dufresne. Aujourd'hui, dans votre service, nous parlons d'Octobre rose, ce mois consacré à une meilleure information sur le cancer du sein et notamment renforcer le dépistage. On en parle avec nos invités, le docteur Cortet qui est onco-gynécologue à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, Nicole Cordoba qui a traversé cette épreuve du cancer du sein, qui est aujourd'hui bénévole à la Ligue contre le cancer du Rhône, et puis Yves Barou qui est justement le vice-président de cette même Ligue. Alors, cancer du sein, le retour à l'emploi, on en parle avec vos questions au 04 72 38 20 23, vos messages aussi à votre service @rcf.fr. On a eu un message d'Angelina du Berry, pas Angelina Jolie, mais du Berry, ancienne pharmacienne. Elle nous dit qu'il faut tout remettre à plat, les traitements chimiques sont une catastrophe. Quid de l'homéopathie? Je crois que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions quand le cancer est vraiment très agressif, docteur Cortet. Oui, mais alors l'homéopathie arrive en support, disons. Elle permet
d'améliorer la tolérance au traitement. Donc nous, dans notre hôpital, à l'hôpital de la Croix-Rousse, aux Hospices civils de Lyon, on a mis en place une consultation d'homéopathie dès le début de la prise en charge. Pour les patientes pour pallier les effets secondaires en fait, voilà, les nausées, les vertiges, pour proposer des traitements. Alors c'est pas moi qui m'en occupe, donc je suis pas spécialiste en homéopathie, mais effectivement toute son utilité pour vous. Pour certaines patientes qui vont pour certaines patientes qui le souhaitent, à la fois pour gérer l'anxiété qui est liée au diagnostic, à la fois pour effectivement les douleurs au moment de la chirurgie, et puis après pour les traitements par chimiothérapie. Donc on propose un accompagnement. On a une de nos médecins qui suit nos patientes dès le début de la prise en charge. Il y a aussi l'acupuncture, j'ai vu, qui pouvait être utilisée dans certains centres dans ce qu'on appelle les soins de support. Dans le cadre du support, effectivement, pour l'instant, non, ça ne remplace pas les traitements tels que la chimiothérapie ou l'hormonothérapie. Alors il y a quelque chose qui peut aussi aider lorsque l'on est en traitement, en fin de traitement, ou même parfois même pendant son traitement, c'est l'activité physique. Et ça, c'est assez relativement nouveau, j'allais dire, docteur Cortet, parce qu'il y a encore quelques années, on entendait le discours, mais vous avez un cancer du sein, vous avez de la chimio, restez tranquille, reposez-vous. Aujourd'hui, on est revenu sur ce discours. Tout à fait, on sait que l'activité physique, assez soutenue même, diminue le risque de récidive du cancer du sein. Donc on incite nos patientes à avoir à initier parfois, ou bien à poursuivre une activité physique. Et ça, à nouveau, on le propose à l'hôpital de la Croix-Rousse, aux Hospices civils de Lyon, très tôt dans la prise en charge. Dès la semaine qui suit le diagnostic, on va leur présenter ces programmes pour les inciter à commencer même dès le début de la prise en charge. Pas attendre la fin, mais pour éviter la perte de capacité physique qui va avec le traitement, on les incite à initier ou à poursuivre l'activité dès le début de la prise en charge. Alors on peut parler de marche nordique, ça revient en général en tête. Il y a aussi l'aviron, on entend aussi beaucoup parler. Je crois que Yves Barou, vous proposez de l'aviron. Alors peut-être pas vous directement, mais tout à fait. au moins la Ligue, au niveau du Rhône, finance de nombreuses séances d'activité physique dans les hôpitaux, notamment à travers les espaces Ligue qui sont installés. Et donc, pendant le traitement, les malades peuvent avoir recours à ces activités physiques que nous proposons. Et puis, depuis maintenant 2 ans, nous proposons effectivement des séances d'aviron. Nous finançons des séances d'aviron à Mézieux, notamment, qui sont pratiquées à Mézieux, et puis, je crois, sur Lyon, parce que c'est aussi une forme d'activité qui est particulièrement recommandée. Donc, toute forme d'activité physique pendant le traitement, comme le disait le docteur Cortex, et puis après, bien sûr, pour permettre justement de préparer ce retour à une vie sociale et normale. Voilà, parce que l'activité physique, c'est pas uniquement une question de thérapie, mais c'est aussi bon pour le moral. C'est ce que vous nous expliquez, docteur Cortet. Oui, à la fois se sentir reprendre un petit peu possession de son corps quand il y a eu des mutilations, quand il y a eu des chirurgies pour le corps de la femme. Voilà, tout à fait. C'est reprendre un petit peu possession de son corps comme ça. Et puis également, c'est faire une activité en groupe, et c'est important pour ne pas parfois les patients sont isolés avant, et ça permet de remettre un lien social, et puis pour ne pas perdre le lien social quand il y en avait un, pendant le traitement et après. Ça permet des échanges que les patientes apprécient beaucoup et qui sont très importants. Aviron, vélo, marche nordique, mais aussi escrime, passer le cancer au fil de l'épée au sens propre et figuré. C'est l'approche originale développée par Solutions Riposte. C'est une association qui est née en 2011 et qui soutient des femmes en traitement ou en rééducation. Et derrière le fleuret, il y a un médecin, Dominique Ornus-Dragne. Elle est anesthésiste en cancérologie, et elle a été piquée par ce sport depuis l'âge de 10 ans. Elle est au contact de ses patientes. Elle s'est rendue compte que cette discipline pouvait aussi avoir des bénéfices physiques et psychologiques. Écoutez Dominique Ornus-Dragne qu'on a contacté il n'y a pas si longtemps. Une femme qui a été opérée d'un cancer du sein, elle présente certains problèmes qu'on retrouve presque chaque fois. C'est le fait qu'elle n'arrive pas à mobiliser le bras, en particulier le bras du côté opéré, bien évidemment, pour faire certains gestes tout simples de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se coiffer dans la nuque, elle n'arrive pas à arranger un turban, elle n'arrive pas à porter un enfant, elle n'arrive pas à attraper les tasses dans le placard, uniquement à cause des effets secondaires de la chirurgie. Et donc l'escrime permet de retrouver cette mobilité ? Absolument. En travaillant sur ce qu'on appelle le geste réflexe, le geste inconscient. Et en escrime, on apprend le réflexe. C'est-à-dire en pratique, quand on est attaqué à la tête, quelqu'un essaie de vous donner une gifle. Soyons clairs. Vous allez écarter la main, vous n'allez pas vous en apercevoir, vous n'allez pas réfléchir à comment vous allez écarter cette main. C'est exactement ça.
en fait le maître d'armes. Et je tiens à dire qu'ils sont tous formés à prendre en charge les patientes qui ont eu cette pathologie. Il va attaquer de plus en plus haut, de plus en plus loin, de manière à ce que d'une manière réflexe, elle aille retirer l'arme qui les attaque et donc avoir une amplitude qui est nettement améliorée. Et ça a été prouvé par des études. Alors, il y a des avantages physiques, mais aussi, j'imagine, psychologiques, parce que l'escrime, c'est quand même assez symbolique. Ah oui, parce que c'est un sport de combat, c'est le premier. Et elles ont quelque chose à tuer, hein, elles ont à tuer leur cancer. Il faut qu'elles apprennent à se battre. Et l'escrime, c'est vraiment un sport de combat, c'est un sport où sur la piste, on est invulnérable, c'est un sport où on apprend à vouloir gagner. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. Voilà, le docteur Dragne Dominique Ornus-Dragne qui a donc lancé cette solution riposte pour inciter les femmes atteintes d'un cancer du sein à pratiquer l'escrime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Cortet. Oui, j'avais vu une présentation et effectivement, ça me semble adapté. Je cite souvent ça pour mes patientes, pour justement qu'elles n'aient pas peur d'utiliser le bras qui a été opéré. Je cite souvent cet exemple qu'on peut reprendre ou s'initier, parce que les patientes en ont rarement fait avant, mais s'initier à l'escrime après avoir eu un cancer du sein, y compris en utilisant l'arme du côté du bras qui a été opéré. C'est à la fois un effet thérapeutique, mais également un effet psychologique, parce qu'on rencontre des gens et ils restent pas isolés dans cette épreuve. Solution Riposte qui est présente dans une quarantaine de salles en France, comme à Nantes, Lille, Lyon ou Montpellier. Une pratique qui est non prise en charge par la sécurité sociale. C'est pourquoi l'association, je le précise, offre gratuitement pendant un an matériel, cours et assurance. Si vous voulez en savoir plus, solutionriposte.monsite-orange.fr. 04 72 38 20 23. On va prendre un dernier appel, c'est celui d'André qui nous appelle du centre. André, bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute, André. Je vous appelle, comme je disais tantôt, je ne suis pas directement concernée par le cancer du sein. Oui. J'ai une très chère amie qui a 10 ans de moins que moi, donc 67 ans, qui va pas reprendre du travail, mais qui a eu l'ablation d'un sein et l'autre, on a aussi enlevé des choses dans le second, auparavant. Oui. Oui, c'est peut-être pas tout à fait le chose du programme d'aujourd'hui, mais je trouve et je crois fermement que ces personnes ont vraiment besoin d'un soutien moral, de beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Parce que je vais vous dire que j'ai eu un exemple dans ma famille, une nièce qui à 7 ans a déclaré un cancer des os et à 9 ans a eu l'ablation de sa jambe. Et qui est toujours en vie et qui a fait même des études, qui a un sourire extraordinaire. Je pense qu'en partie, je dis pas, il faut bien le protocole médical évidemment, mais par contre, elle a eu un soutien extraordinaire de ses sœurs, de ses cousins et cousines, et je crois que ça l'a un peu et même évidemment beaucoup aidé dans sa maladie. Voilà, vous voulez dire André que grâce à l'entourage familial qui l'a beaucoup aidé, ça a permis de traverser cette maladie? Familial, oui. Mais le cas est pas toujours exact parce que malheureusement, cette amie qui a été opérée du sein familial, c'est bien maigre. Oui. Mais par contre, amicale, elle en a énormément et c'est une personne qui est très agréable, qui est très gentille, Monique. Oui. Et je crois que, ou du moins j'espère, apporter ce réconfort, parce que de toute façon, vous savez, c'est souvent que ces personnes ont des moments où ils sont vraiment fatigués, mais de la maladie, mais fatigués aussi moralement. Et un soutien moral, je crois que c'est très très important. Quelquefois, nous disons, je l'appelle ou elle m'appelle, et ensemble, nous sommes à 5 km nous sommes pas donc dans la même pièce, et ben nous sommes en lien avec le chapelet du rosaire à Lourdes, à 15h30. Ce qui peut créer un lien et donc un soutien. Je vous remercie André de votre témoignage, parce que malheureusement l'heure file, on a bien compris toute l'importance d'un entourage familial et amical. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'on sait pas trop non plus comment s'adresser à une personne qui est atteinte d'un cancer du sein, Nicole. Bon, il faut y aller naturellement, simplement, finalement. Exactement. Voilà, nous montrer que rien n'a changé. Même si au fond, c'est que ça a changé, que au moins les gens autour restent naturels.
Il y a quand même beaucoup de questions qu'on se pose, Yves Barou. Est-ce qu'il y a un soutien psychologique qui peut être apporté par la Ligue aussi ? Parce qu'on se pose des questions aussi sur le sens de sa vie finalement, et puis qu'est-ce qu'on va faire après ? Il y a pas mal de questions comme ça. Ce qui est fondamental, c'est de rompre l'isolement de la personne qui reprend pied après sa maladie. Donc on peut proposer des groupes de parole, on propose des ateliers d'écriture. Nous avons un atelier d'écriture à Lyon. On propose des cours d'art-thérapie qui sont très appréciés. Le fait d'exprimer à la fois ce qu'on a vécu et puis peut-être l'espoir de revenir à travers une œuvre, une peinture ou une sculpture, c'est fondamental. On fait des ateliers de théâtre. Donc toute forme d'activité qui permettent de rompre cet isolement et de se resocialiser en quelque sorte. En tout cas, cette épreuve du cancer, ça peut être l'occasion de changer de vie. Écoutez à ce titre le témoignage d'une jeune femme qui s'est lancée dans la prothèse capillaire, sur un mode original. Je propose d'écouter son parcours retracé par Melchior Gormand. Brune, blonde, rose ou châtain, qu'importe la couleur, avec Julie Meunier, vous trouverez la frange qui vous correspond. Un accessoire capillaire, alternative à la perruque classique, que cette jeune femme, ancienne juriste en droit immobilier, a imaginé suite à sa maladie. Il y a 3 ans, j'ai eu un cancer, j'ai eu un traitement très très long parce que j'étais dans un protocole d'essai clinique et je suis restée chauve pendant un peu plus d'1 an. Comme je supportais pas la perruque, au départ, je me suis créé un système pour moi. C'est vrai que les gens qui ne savaient pas que j'étais malade ne le voyaient pas. Et c'est vrai qu'à force d'avoir des compliments sur ce qu'ils pensaient être mon nouveau look, je me suis dit que j'allais créer ce système-là pour les autres. En juin 2017, Julie lance donc Frangine, allusion à ses sœurs de combat, victimes comme elle d'alopécie, perte de cheveux due aux chimiothérapies, mais à d'autres maladies comme le lupus, la pélade ou le stress. Mais concrètement, comment se présentent ces frangines ? Explication. Alors, les frangines, ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système qu'on a breveté. Et par-dessus, on vient mettre un turban, un bonnet, un chapeau. Aujourd'hui, on travaille avec des turbans qui ont un tissu qui est thermorégulateur et qui se met à température corporelle. On collabore avec une marque de turbans belge pour ça. Tous nos turbans sont fabriqués aujourd'hui par un atelier de femmes avec des maladies physiques et qui sont en réinsertion professionnelle. Du raido bouclé et du blanc au blond doré, toute une gamme est déclinée selon vos humeurs, y compris pour des enfants avec leurs franginettes. Des franges en fibres synthétiques que l'on peut chauffer jusqu'à 190 degrés pour le nettoyage. En bref, une belle idée, mais qui a failli ne pas voir le jour, les banques refusant de prêter de l'argent à Julie du fait de sa pathologie. Et pourtant, pas de quoi décourager la jeune femme. Comme je venais de créer une alternative à la perruque et que je venais de battre un cancer, c'était pas les assurances et les banques qui allaient m'arrêter dans mes projets de vie. Donc du coup, je me suis retournée vers un financement participatif qui m'a permis de lever effectivement la somme nécessaire, donc 35 000 €, pour pouvoir lancer le projet. Donc cette somme a été levée en 45 jours et il y a eu à peu près 1000 contributeurs. Aujourd'hui, Julie a quitté le droit pour se consacrer à son entreprise. Elle enregistre déjà 2500 commandes pour un prix moyen, compris entre 80 et 120 €. Mais nouvelle victoire, avoir réussi à faire prendre en charge la fausse frange par la sécurité sociale au même titre que toute prothèse capillaire, soit un remboursement de 125 € par an. Enfin, petite note solidaire, 5% des ventes sont reversées à la recherche contre le cancer. Un joli clin d'œil, car si Julie a été sauvée, c'est grâce à un essai clinique. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur lesfrangines.com, frangine s'écrivant avec un Y. Voilà, Julie qui a donc monté ses frangines. On l'a entendu et rapidement, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est bien sûr les prothèses capillaires qui sont remboursées, mais également le fait d'avoir su rebondir après un cancer du sein. On l'a entendu, Yves Barou, pas évident de solliciter les banques et un crédit. Ah oui, tout à fait, oui, puisque malheureusement, et c'est aussi un des combats de la Ligue, c'est de faire en sorte que le cancer ne soit pas considéré comme un facteur négatif pour accorder un crédit. Il y a une convention qui s'appelle AREAS qui permet d'emprunter depuis 2007. La Ligue, vous avez été aussi très partie prenante sur le droit à l'oubli, lorsque l'on commande, lorsqu'on veut faire une demande de prêt, de pas déclarer un ancien cancer sous certaines conditions. Effectivement. Voilà. On a été en pointe sur ce qui était signé d'ailleurs au siège avec François Hollande, au siège donc de la Ligue contre le cancer. On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais juste savoir en 2 mots pourquoi, Nicole, vous êtes orientée, vous êtes venue bénévole à la Ligue contre le cancer, parce que vous auriez très bien pu tourner la page. Oui, mais c'était un besoin d'aider les autres, de ma toute petite part, si je peux aider quelqu'un, voilà, qui a eu la même chose, et puis de la faire avancer, et de lui dire que on peut s'en sortir.
Voilà, Octobre Rose, mois du dépistage du cancer du sein. Il y a beaucoup de manifestations prévues dans toute la France, des portes ouvertes, des associations, des stands d'information dans les hôpitaux et conférences comme celle qui sera organisée ce jeudi 18 octobre de 18h à 20h30. Allons plus loin pour vaincre le cancer. Ça sera l'hôtel de région de Lyon. Je le dis simplement pour ceux qui nous écoutent en région lyonnaise, à l'espace, au quartier Confluence, 1 esplanade de François Mitterrand dans le 2e arrondissement, et c'est assuré par des médecins et puis également des associations et intervention d'une patiente qui témoignera du retour au travail. Je crois qu'on a tout dit là-dessus. Merci à tous les trois. Demain, nous parlerons alimentation. C'est la journée mondiale. Comment mieux manger, savoir ce qu'on met dans notre assiette. Eh bien, on le verra avec nos nombreux invités, dont l'un qui veut remettre le gras au goût du jour. Rendez-vous pour tout savoir à partir de 10h. À demain. En tout cas, nous, on le veut bien.